Mon fiancé m'a envoyé un texto « Je travaille tard mais je l'ai vu épouser ma meilleure amie lors d'une cérémonie à l'église. » La première chose que j'ai vue à travers la fenêtre de l'église, c'était la robe blanche, longue et fluide avec des manches en dentelle qui captaient la lumière de l'après-midi. Ma main était encore sur la poignée de la portière de la voiture, mon autre main agrippant le formulaire de don que sœur Margaret m'avait demandé de déposer avant jeudi. La deuxième chose que j'ai vue, c'était Raymond debout devant l'autel dans un smoking que je n'avais jamais vu auparavant. La troisième chose, c'était le visage de Camille sous le voile alors qu'elle descendait l'allée vers mon fiancé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti avec des doigts tremblants. « Raymond, je travaille tard, ma chérie. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Le message était arrivé il y a 3 minutes. J'ai de nouveau regardé à travers le vitrail. Raymond souriait à Camille, prenant ses mains dans les siennes. Sa mère était assise au premier rang, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Son frère se tenait à ses côtés comme témoin. Ce n'était pas une fête surprise. Ce n'était pas une blague élaborée. C'était une cérémonie de mariage, et je la regardais se dérouler à travers une fenêtre d'église comme un fantôme qui n'existait pas. Mes jambes ont bougé sans la permission de mon cerveau. J'ai marché le long du bâtiment, en restant baissé sous les fenêtres. La porte latérale était maintenue ouverte par une brique, probablement pour la ventilation. Je pouvais maintenant entendre le pasteur parler. Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Raymond James Torres et Camille Marie Wright dans les liens sacrés du mariage. Camille, ma meilleure amie depuis l'université, la femme qui m'avait aidé à choisir ma bague de fiançailles il y a 2 ans. Celle qui avait crié et pleuré des larmes de joie quand Raymond m'avait demandé en mariage sur la plage. Celle qui organisait mon enterrement de vie de jeune fille, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit la semaine dernière pendant le brunch. J'ai pressé mon dos contre le mur de pierre fraîche de l'église. Mon sac à main a glissé de mon épaule au sol, déversant son contenu sur l'herbe. Je n'ai rien ramassé. Je suis juste resté là, à écouter le pasteur demander si quelqu'un s'opposait à cette union. Silence. Personne ne s'est opposé. Pas sa mère, qui m'appelait, ma fille, à chaque dîner du dimanche. Pas son frère, que j'avais aidé à emménager dans son nouvel appartement le mois dernier. Pas aucun des quelques 30 invités que je pouvais apercevoir à travers les fenêtres. Raymond James Torres, acceptez-vous de prendre Camille Marie Wright comme épouse légitime? Oui, je le veux. Sa voix était claire, heureuse, certaine. Mon estomac s'est soulevé. Je me suis détourné du mur et j'ai vomi dans les buissons à côté des marches de l'église. Quand j'ai eu fini, je me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main et je me suis regardé. Je portais la robe bleue que Raymond disait adorer, celle que j'avais mise ce matin parce qu'il avait mentionné que nous pourrions sortir dîner ce soir. Mes cheveux étaient coiffés comme il préférait. J'avais même mis le parfum qu'il m'avait acheté pour Noël. Je m'étais apprêté pour un homme qui était en train de promettre d'aimer, d'honorer et de chérir quelqu'un d'autre. Le son de la musique d'orgue flottait par la porte ouverte. Il faisait la cérémonie complète, avec la marche nuptiale traditionnelle. Je me suis demandé s'ils avaient fait une liste de mariage. Je me suis demandé si les gens leur avaient acheté des grille-pains et des parures de drap. Je me suis demandé depuis combien de temps cela était prévu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Raymond. Je ne serai probablement pas à la maison avant minuit. Johnson veut le rapport complet pour demain matin. Tu sais comment il est. Johnson était le patron de Raymond. Je l'avais rencontré à la fête de Noël de l'entreprise. C'était réel. Le travail tardif ne l'était pas. J'ai ramassé mon sac à main par terre, remettant les objets à l'intérieur avec des mouvements mécaniques. Portefeuille, clés, brillant à lèvres, les formulaires de dons que je ne livrerai jamais. Mes mains ont trouvé mon téléphone et sans réfléchir, j'ai ouvert l'application appareil photo. Si j'allais être un fantôme à ce mariage, autant être un fantôme avec des preuves. Je suis retourné furtivement à la fenêtre, me positionnant là où je pouvais voir sans être vu. À travers l'objectif de mon téléphone, j'ai regardé Raymond embrasser Camille. Je les ai regardés se tourner pour faire face à leurs invités. J'ai regardé tout le monde applaudir et acclamer. J'ai enregistré 15 secondes de vidéo, puis j'ai pris 17 photos. Sa tante Barbara était là, sa cousine Teresa, leur groupe d'amis de l'université. Les parents de Camille, qui avaient mangé à ma table il y a à peine 2 semaines, complimentant mon rôti de bœuf. Chaque personne dans cette église savait que Raymond était fiancé avec moi.
Chaque personne dans cette église avait choisi d'être ici quand même. Le couple a redescendu l'allée. La main de Raymond sur le bas du dos de Camille. De la même manière qu'il me touchait. Le même geste possessif et doux que je pensais être le nôtre. Les invités ont commencé à sortir après eux. Je me suis caché derrière un grand chêne, mon téléphone toujours en train d'enregistrer. Ils ont formé une ligne à l'extérieur, jetant du riz. Quelqu'un avait apporté des bulles. Camille a ri alors que Raymond l'a penché en arrière pour un autre baiser. La plus belle mariée que j'ai jamais vue, a crié quelqu'un. Il était temps que Raymond se case, a ajouté une autre voix. La mère de Raymond est apparue avec un appareil photo, prenant des photos. Mon petit garçon est marié. Je suis si heureuse que je pourrais éclater. J'ai arrêté d'enregistrer. La mémoire de mon téléphone était de toute façon presque pleine. J'en avais assez. Plus qu'assez. La réception devait être ailleurs car bientôt les gens montaient dans leur voiture en direction du parking. Raymond et Camille sont montés dans une limousine blanche avec « Juste marié » écrit sur la lunette arrière au cirage blanc. J'ai attendu que toutes les voitures soient parties, que le terrain de l'église soit à nouveau vide et silencieux. Puis je suis allé à ma propre voiture, je suis monté à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. Pendant un long moment, je suis resté assise là, à regarder l'église. C'était un joli bâtiment, en pierre et traditionnel avec un clocher et de beaux jardins. J'avais toujours pensé que je pourrais me marier dans une église comme celle-ci. Raymond et moi en avions parlé de manière décontractée, comme le font les fiancés. Rien de trop grand, avait-il dit. Juste les amis proches et la famille. Intime, significatif. Apparemment, il le pensait vraiment. Juste pas avec moi. Mon téléphone a vibré une troisième fois. Encore Raymond. Tu me manques. J'ai hâte de te voir ce soir. J'ai éteint mon téléphone et j'ai démarré la voiture. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes. J'ai pris chaque virage automatiquement, sans vraiment voir les routes ou les autres voitures. Mon cerveau semblait enveloppé dans du coton, tout était étouffé et distant. Notre immeuble est apparu devant. J'y vivais depuis 3 ans, les 2 dernières avec Raymond. Nous avions peint le salon ensemble le printemps dernier. Nous nous étions disputés pour savoir s'il fallait prendre un chat. Nous avions fait l'amour sur chaque meuble que nous possédions. Je me suis garé à ma place attitrée à côté de l'espace vide marqué pour Raymond. Pendant un instant, j'ai pensé à partir, juste m'enfuir et ne jamais revenir, recommencer quelque part de nouveau où personne ne me connaîtrait comme la femme dont le fiancé a épousé sa meilleure amie. Mais fuir me semblait être une défaite, et je n'avais rien fait de mal. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à notre appartement au 2e étage. La clé a tourné doucement dans la serrure. Tout à l'intérieur était exactement comme je l'avais laissé ce matin, des tasses de café dans l'évier, la veste de Raymond sur le dossier du canapé, la photo encadrée de nous sur l'étagère, souriant à l'appareil photo comme si nous avions l'éternité devant nous. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard de Raymond. Ses vêtements étaient suspendus en rangées soignées, organisés par couleur comme il préférait. Ses chaussures étaient alignées en dessous, y compris les nouvelles chaussures de ville qu'il avait achetées le mois dernier pour le mariage. Apparemment. Ma valise était dans le placard du couloir. Je l'ai sortie, l'ai posée sur le lit et j'ai commencé à faire ses bagages. Pas mes affaires, les siennes, chaque chemise, chaque pantalon, chaque chaussette, cravate et ceinture. J'ai plié chaque article avec soin, précisément comme Raymond m'avait appris qu'il aimait que ses vêtements soient entretenus. Quand la valise a été pleine, j'en ai pris une autre. Puis des sacs poubelles pour tout le reste. Il m'a fallu 2 heures pour emballer 3 ans de vie commune. Quand j'ai eu fini, 14 sacs et 3 valises étaient dans le salon. Puis j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à télécharger les photos. Les photos se téléchargeaient lentement, une par une. Chaque image était comme un petit couteau. Raymond ajustant son nœud papillon. Le sourire de Camille sous le voile. Le baiser. Le lancer de riz. La joie de sa mère. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai intitulé « Preuve ». Clinique, détaché, comme si c'était un projet de travail et non la destruction de toute ma vie. Ma sœur Lorraine a appelé à 19 h. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé à 19 h 15. Encore à 19 h 30. Au 4e appel, j'ai finalement répondu. Où es-tu? On devait dîner ensemble ce soir. La voix de Lorraine était enjouée, pleine d'attente.
Je suis à la maison. Ma voix semblait étrange. Plate. Tu es malade? Tu as une drôle de voix. Raymond s'est marié aujourd'hui. Silence. Puis, quoi? Avec Camille, à l'église Saint-Augustin. Cérémonie complète. Sa famille était là. Robe blanche, smoking, tout le tralala. Plus de silence. Je pouvais entendre Lorraine respirer, essayant de comprendre. J'arrive. Elle a raccroché avant que je puisse argumenter. Je suis retourné à mon ordinateur portable. Les photos étaient maintenant organisées, horodatées et datées. J'ai ouvert un document et j'ai commencé à taper tout ce dont je me souvenais, chaque détail, l'heure à laquelle je suis arrivé, ce que j'ai vu, ce que Raymond a texté alors qu'il était debout devant l'hôtel. Mes mains tremblaient sur le clavier, mais j'ai continué à taper. L'interphone a sonné 30 minutes plus tard. J'ai laissé Lorraine entrer sans parler dans l'interphone. Quand elle est arrivée à mon étage, j'avais déjà ouvert la porte. Ma sœur m'a jeté un regard et m'a prise dans ses bras. Je suis resté là, raide, sans la serrer en retour. Si je me laissais ressentir quoi que ce soit maintenant, je me briserais. Montre-moi, a dit Lorraine doucement. J'ai montré l'ordinateur portable sur la table basse. Elle s'est assise et a cliqué sur les photos. Son visage a traversé une série d'expressions, choc, dégoût, rage, puis quelque chose de plus dur, de plus froid. Ce n'est pas légal. Tu sais, il est toujours fiancé avec toi. Cette cérémonie ne signifie rien légalement. Ça signifie quelque chose. Je me suis assise à côté d'elle. Ça signifie qu'il voulait l'épouser. Ça signifie qu'il a tout planifié. Ça signifie que tous ceux que je pensais se soucier de moi le savaient et n'ont rien dit. Lorraine a fait défiler d'autres photos. Regarde ça. C'est bien sa tante Barbara et sa cousine Teresa. Elle a pointé l'écran. Ces gens sont venus à Thanksgiving dans ton appartement, Naomi. Ils ont mangé ta nourriture. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. J'essaie de comprendre quand ça a commencé. Le mois dernier? L'année dernière? Était-il avec elle quand il m'a demandé en mariage? Ne te fais pas ça. Lorraine a fermé l'ordinateur portable. Il ne s'agit pas de toi n'étant pas assez bien. Il s'agit de lui étant un menteur et d'elle. Camille a organisé mon faux enterrement de vie de jeune fille la semaine dernière. Elle m'a montré des options de lieu. Elle m'a demandé mes préférences de robe. Lorraine s'est levée et est allée à la cuisine. Elle est revenue avec 2 verres d'eau. Bois ça. J'ai pris le verre mais n'ai pas bu. Il y a plus. Je n'ai pas encore vérifié nos comptes bancaires. Fais-le maintenant. Lorraine a sorti son propre téléphone. Je suis là avec toi. Je me suis d'abord connecté à notre compte courant joint. Le solde était normal. Puis j'ai vérifié le compte d'épargne que nous avions ouvert ensemble, celui pour notre future maison. Le solde était de 0. Il a tout pris. Ma voix s'est brisée. 32 000 $. Disparu. Lorraine s'est penchée par-dessus mon épaule, lisant l'historique des transactions. Il y a 2 semaines. Retrait unique. C'est du vol, Naomi. C'est un compte joint. Techniquement, il peut prendre ce qu'il veut. Pas si c'est pour une fraude. Pas s'il l'a pris pour un faux mariage alors qu'il était encore fiancé avec toi. Lorraine tapait déjà sur son téléphone. Mon amie Patricia est avocate. Litige criminel et civil. Je lui envoie un texto tout de suite. J'ai posé le verre d'eau et je suis allé à la fenêtre. Dehors, les gens promenaient leurs chiens. Un couple se tenait la main en traversant la rue. La vie normale continuait comme si mon monde ne venait pas d'imploser. Il va rentrer ce soir, dis-je. Vers minuit selon son texto, après sa fausse session de travail tardif. Veux-tu que je sois là? J'y ai réfléchi. La confrontation, les explications, le visage de Raymond quand il réaliserait que je savais. Non, je dois gérer ça moi-même. Lorraine est venue se tenir à côté de moi. Au moins, laisse-moi t'aider à changer les serrures avant que je parte. Je me suis tourné pour la regarder. Tu peux faire ça? Pas moi, mais je connais un serrurier 24H24 qui me doit une faveur. Elle était déjà en train de composer le numéro. Fais ses valises pendant que j'appelle. Déjà fait. C'est dans le salon.
Lorraine a fait une pause au milieu de la numérotation et a regardé les sacs et les valises empilés près de la porte. Une sorte de fierté a traversé son visage. Ça, c'est ma sœur. Le serrurier est arrivé à 21h. Il s'appelait Denis et n'a pas posé de questions quand Lorraine a expliqué que nous devions changer les serrures immédiatement. Il a travaillé efficacement, remplaçant à la fois le pêne dormant et la poignée de porte par de nouveaux mécanismes. Ancien petit ami, a demandé Denis en testant la nouvelle clé. Ancien fiancé, ai-je corrigé. Il m'a donné 3 copies de la nouvelle clé. Gardant une cachée à l'extérieur du bâtiment, quelque part que seul toi connais, juste au cas où. Après le départ de Denis, Lorraine m'a aidé à descendre toutes les affaires de Raymond au box de stockage au sous-sol. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste travaillé. Quand tout a été enfermé, je me suis senti un peu mieux, plus en contrôle. Qu'est-ce que tu vas faire quand il se pointera, a demandé Lorraine alors que nous remontions dans l'ascenseur. Je ne sais pas encore. Mais c'était un mensonge. Je savais exactement ce que j'allais faire. Rien. Je ne ferai absolument rien. Pas d'explication, pas de confrontation, pas de cris, de pleurs ou de demande de réponse. Je me rendrai simplement indisponible. Lorraine est partie à 23h avec la promesse d'appeler Patricia à la 1re heure le matin. J'ai verrouillé la porte derrière elle avec la nouvelle clé, puis je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Minuit est venu et passé. Mon téléphone, que j'avais rallumé, affichait 5 appels manqués de Raymond et 3 textos demandant où j'étais. À minuit 40, j'ai entendu des pas dans le couloir. Une clé a gratté dans la serrure. Une fois, 2 fois, de la confusion dans le son, puis des coups. Naomi, chérie, tu es à la maison. Ma clé ne marche pas, je suis resté parfaitement immobile sur le canapé. Lumières éteintes, télévision allumée en sourdine. Plus de coups. Naomi, ça va? Je m'inquiète. Ouvre la porte. Mon téléphone a sonné. J'ai refusé l'appel. Allez, ce n'est pas drôle. As-tu changé les serrures? Pourquoi aurais-tu changé les serrures? Parce que je t'ai vu épouser ma meilleure amie, pensais-je. Parce que tu as volé nos économies. Parce que tu es un menteur. Mais je n'ai rien dit. Très bien. Très bien. Je vais juste dormir chez mon frère. Mais on en parle demain, Naomi. C'est ridicule. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. J'ai entendu le ding de l'ascenseur. C'est seulement alors que je me suis laissé pleurer. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de cœur brisé. C'étaient des larmes de pure rage, chaudes et amères. Elles ont coulé sur mon visage pendant que je sortais mon téléphone et ouvrais mes emails. J'ai joint chaque photo de l'église à un nouveau message. Dans le corps du texte, je n'ai écrit que 3 mots. Je travaille tard, chérie. Puis j'ai ajouté chaque adresse email que j'avais pour la famille de Raymond, ses collègues, ses amis. L'email de Camille était aussi sur la liste, ainsi que ceux de ses parents et de ses frères et sœurs. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi. Pas encore. Ce n'était pas encore le bon geste. J'avais d'abord besoin de l'avocate. J'avais besoin d'un plan. J'ai sauvegardé l'email comme brouillon et j'ai posé mon téléphone. Demain, j'appellerai Patricia. Demain, je commencerai à monter mon dossier. Demain, je commencerai à reprendre ma vie en main. Mais ce soir, je resterai assise dans mon appartement verrouillé et je ne ressentirai absolument rien. Je me suis déclaré malade au travail le jeudi matin, puis le vendredi, puis le lundi. Mon patron, Monsieur Henderson, a été compréhensif quand j'ai dit que j'avais une urgence familiale. Il m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin. J'ai passé ces 3 jours en mode destruction systématique. D'abord, j'ai parcouru chaque album photo de l'appartement. Chaque photo de Raymond en est sortie. Chaque photo de couple, chaque photo de vacances, chaque photo de dîner décontracté. Je les ai toutes mises dans une boîte et je les scellais avec du ruban d'emballage. Ensuite, j'ai ouvert nos comptes de streaming partagés et j'ai changé les mots de passe. J'ai supprimé son profil de mon Netflix, Hulu, Amazon Prime. De petites victoires, peut-être mesquines, mais satisfaisantes. J'ai changé mes informations de contact d'urgence au travail. Mon bénéficiaire d'assurance, mon garant de bail d'appartement. Le nom de Lorraine a remplacé celui de Raymond sur chaque document. Vendredi, Patricia a appelé. Lorraine m'a raconté ce qui s'est passé.
Je suis vraiment désolé, Naomi. Sa voix était professionnelle mais chaleureuse. Pouvez-vous venir à mon bureau lundi matin? Nous devons discuter de vos options. Quel genre d'options? Poursuite civile pour l'argent volé. Éventuellement des accusations de fraude en fonction de ce que nous trouverons d'autre. Et nous devons vous protéger légalement car il pourrait prétendre que cette cérémonie était légitime. Mais ce n'est pas juridiquement contraignant, n'est-ce pas? Non, vous êtes toujours légalement fiancé, ce qui joue en votre faveur. Il a commis une fraude contre sa fiancée, ce qui est pire qu'une fraude contre une petite amie. Les tribunaux n'aiment pas ça. J'ai pris rendez-vous pour 9 h le lundi. Samedi, Raymond est revenu. J'ai regardé à travers le Judas alors qu'il frappait, attendait, frappait à nouveau. Il avait l'air fatigué, sa chemise froissée. Naomi, s'il te plaît. Nous devons parler. C'est de la folie. Laisse-moi juste entrer pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Comme des adultes. Comme s'il avait le droit de parler de maturité. Il a glissé une note sous la porte. Je l'ai laissée là pendant 1 heure avant de finalement la ramasser. Je sais que tu es en colère. Je sais que ça a l'air mauvais, mais il y a une explication à tout. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ça ne change rien. Appelle-moi, s'il te plaît. J'ai pris la note, je suis allé à la cuisine et je l'ai mise dans le broyeur à déchets. Dimanche, Camille s'est pointée. Je ne m'y attendais pas. J'ai entendu sa voix à travers la porte, haute et anxieuse. Naomi, je sais que tu es là. S'il te plaît, nous devons parler. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Raymond et moi, nous ne voulions pas que ça aille si loin. C'est juste. C'est arrivé, mais tu es ma meilleure amie. Tu seras toujours ma meilleure amie. Ne pouvons-nous pas arranger ça? Arranger ça? Comme si elle avait emprunté impulsant demandé. Pas épouser mon fiancé. J'ai des textos de toi, ai-je crié à travers la porte. Mes premiers mots à quelqu'un depuis des jours. De la semaine dernière. Tu m'aidais à organiser mon enterrement de vie de jeune fille pendant que tu organisais ton mariage avec mon fiancé. Dis-moi comment ça marche. Silence. Puis, c'est compliqué. Non, c'est en fait très simple. Tu es une menteuse. Il est un menteur. Et j'en ai fini avec vous deux. Ne sois pas comme ça. Tu es si froide. Ce n'est pas ton genre. Tu ne sais plus quel est mon genre. Je me suis éloigné de la porte. Va-t'en, Camille. Elle a frappé pendant encore 10 minutes avant de finalement partir. Le lundi matin est arrivé, clair et lumineux. Je me suis habillé d'un blazer vert et d'un pantalon noir, professionnel et soigné. Si j'allais commencer à me battre, je devais avoir l'air de quelqu'un qu'on ne pouvait pas briser. Le bureau de Patricia était en centre-ville dans un immeuble avec des sols en marbre et des œuvres d'art coûteuses sur les murs. La réceptionniste m'a conduite à une salle de conférence où Patricia attendait. C'était une grande femme d'une 40aine d'années avec des cheveux naturels coiffés en torsades élégantes. Sa poignée de main était ferme. « Montrez-moi tout », a-t-elle dit. J'ai étalé mes preuves. Les photos imprimées maintenant en couleur brillante. Les relevés bancaires montrant le retrait. Les messages textes de Raymond prétendant qu'il travaillait tard. Les textos de Camille sur l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille la même semaine que son mariage. Patricia a examiné chaque pièce avec soin, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. C'est bon. Très bon. Vous avez tout documenté parfaitement. Elle a levé les yeux vers moi. Parlez-moi de l'argent. Quand avez-vous ouvert ce compte? Il y a 2 ans. Juste après nos fiançailles. Nous contribuions tous les deux à parts égales. C'était censé être pour un acompte sur une maison. Et le retrait a eu lieu il y a 2 semaines? Oui. Je ne l'ai pas remarqué parce que je ne vérifie pas souvent ce compte. Nous avions convenu de ne pas y toucher avant d'avoir au moins 50 000 $ d'économie. Patricia a pris une autre note. Avait-il votre permission de retirer cet argent? Non, il n'en a jamais parlé. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je vérifie après le mariage. C'est une fraude. Claire et nette. Elle a sorti un autre formulaire. Je vais avoir besoin que vous déposiez une plainte à la police. Ensuite,
nous poursuivrons à la fois pour des accusations criminelles et une action civile pour l'argent plus les dommages et intérêts. Dommages et intérêts? Détresse émotionnelle, perte de sécurité financière, atteinte à la réputation. Vous avez droit à plus que juste l'argent volé, Naomi. Quelque chose de serré dans ma poitrine s'est un peu relâché. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un était de mon côté. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue chaque détail. Patricia a posé des questions sur le travail de Raymond, les finances de sa famille, les actifs de Camille. Elle construisait une image complète. Encore une chose, a dit Patricia alors que je me préparais à partir. Cette cérémonie qu'ils ont eue, elle n'est pas légale. Mais ils pourraient essayer de revendiquer un mariage de fait ou des droits de cohabitation pour accéder aux biens partagés. Nous devons protéger votre appartement, votre voiture, tout ce qui est à votre nom. L'appartement est uniquement à mon nom sur le bail. La voiture est à moi. Nous ne possédons rien ensemble, sauf. Eh bien, sauf ce qu'il y avait dans ce compte d'épargne. Bien. Gardez les choses ainsi. Ne le laissez pas vous culpabiliser pour quoi que ce soit. Pas de facture partagée, pas d'accès à vos comptes, rien. Je me suis levé pour partir. Merci de prendre cela au sérieux. Bien sûr que je le prends au sérieux. Patricia m'a accompagné jusqu'à la porte. Ce qu'il a fait était cruel et calculé. Les hommes comme ça ont besoin de conséquences. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Pas heureuse, pas entière, mais déterminée. J'avais maintenant une direction, un plan. Mon téléphone a sonné alors que je marchais vers ma voiture. Un numéro connu. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, mademoiselle Stevens. C'est Angela de Peterson Financial. Je vous appelle au sujet de votre compte d'épargne joint. Mon estomac s'est noué. Qu'y a-t-il? Il y a eu une activité suspecte que nous voulions vérifier avec vous. Un grand retrait il y a 2 semaines, puis une tentative de nouveau retrait ce matin. Nous avons gelé le compte en attendant la vérification que vous avez autorisé ces transactions. Je n'ai rien autorisé. Le premier retrait était frauduleux. Je vois. Dans ce cas, nous aurons besoin que vous veniez déposer une contestation formelle. Nous pourrons peut-être récupérer une partie des fonds en fonction de leur destination. J'ai pris rendez-vous pour cet après-midi et j'ai raccroché. Raymond avait essayé de prendre plus d'argent. Même après tout, il a essayé de me voler à nouveau. La rage qui couvait dans ma poitrine a débordé. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et je me suis laissé crier, longtemps, fort, jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal et que ma voix devienne rauque. Puis j'ai séché mes larmes, j'ai arrangé mon maquillage et je suis allé à la banque. La réunion chez Peterson Financial a duré 2 heures. J'ai rempli des formulaires, signé des déclarations sous serment, fourni toutes mes preuves. La gestionnaire de compte, une femme sérieuse nommée Madame Kowalski, m'a assuré qu'il poursuivrait le recouvrement. Les fonds sont allés à un acompte pour un lieu de mariage et à divers fournisseurs, a-t-elle expliqué. Nous contacterons chacun d'eux et exigerons des remboursements pour transactions frauduleuses. Et pour le montant déjà dépensé? Cela fera partie de votre procès civil. Nous fournirons la documentation à votre avocate. Je l'ai remercié et je suis parti. Mon téléphone affichait 6 appels manqués de Raymond, 3 de Camille, 2 de la mère de Raymond. J'ai bloqué tous leurs numéros. Ce soir-là, je suis finalement retourné à mes emails professionnels. M. Henderson avait envoyé une note gentille demandant quand je pourrais être de retour. Ma collègue Denise m'avait transféré quelques mises à jour de projet. J'ai répondu aux 2 en disant que je reviendrai mercredi. Puis j'ai ouvert mon email personnel et j'ai trouvé le brouillon que j'avais écrit la semaine dernière, celui avec toutes les photos jointes. J'ai supprimé l'adresse email de Camille de la liste des destinataires. Elle ne valait pas mon énergie. Mais j'ai gardé tout le monde. La famille de Raymond, ses collègues, ses amis de l'université. Dans le corps de l'email, j'ai tapé un nouveau message. Je suis sûr que vous avez tous apprécié la belle cérémonie de mariage à l'église Saint-Augustin jeudi dernier. La mariée était ravissante et Raymond semblait si heureux. J'ai regardé toute la cérémonie à travers la fenêtre pendant qu'il m'envoyait un texto pour me dire qu'il travaillait tard. 6 juin les photos de ce jour spécial. J'ai pensé que vous aimeriez en avoir des copies pour vos albums. Meilleurs vœux aux heureux mariés. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant un long moment. Puis je l'ai pressé.
L'email a filé dans le vide numérique. Pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis jeudi, j'ai dormi toute la nuit. Mardi matin, mon téléphone a explosé. Le premier appel est arrivé à 6 heures d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, puis 3 autres en succession rapide. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fait du café. Le temps que je le rallume à 9 heures, j'avais 43 appels manqués et 67 messages textes. La plupart provenaient de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Des connaissances de l'université, d'anciens collègues, des parents éloignés. Est-ce que c'est vrai? OMG, je n'arrive pas à croire que Raymond ait fait ça. Est-ce que ça va? J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Quelques-uns provenaient de membres de la famille de Raymond, et cela était moins sympathique. Sa tante Barbara, comment oses-tu étaler les affaires de famille en public? Tu devrais avoir honte. Sa cousine Teresa, Raymond a fait une erreur, mais tu es vindicative. Deux torts ne font pas une raison. Sa mère avait envoyé un long message qui se résumait à « Mon fils t'aime ». Cette cérémonie ne signifiait rien. Tu es en train de jeter un homme bien pour rien. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Lorraine a appelé à 9h30. Putain de merde, Naomi. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Tous ceux que nous connaissons ont vu ces photos. Bien. Je ne dis pas que ce n'était pas mérité, mais la mère de Raymond m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu avais ruiné sa réputation. Il l'a ruiné lui-même quand il a épousé quelqu'un d'autre alors qu'il était fiancé avec moi. Argument valable. Lorraine a fait une pause. Mais ça va, toi? Vraiment? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. C'était vrai. Quelque chose avait changé pendant la nuit. La colère était toujours là, vive et chaude. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort. Détermination, résolution. Patricia a appelé à 10 heures. J'ai vu que votre email a fait le tour. La moitié de la ville semble en parler. Est-ce que ça va nuire à l'affaire? Pas du tout. Si quoi que ce soit, ça aide. Vous établissez un enregistrement public de ce qui s'est passé. Ça rend plus difficile pour lui de prétendre que tout cela était un malentendu. Elle a fait une pause. J'ai déposé les documents initiaux. Raymond a reçu une notification de la poursuite. Il a 30 jours pour répondre. Reçu? Vous voulez dire que quelqu'un lui a remis des papiers? Un huissier de justice les a livrés à son lieu de travail ce matin. A également signifié Camille puisqu'elle est complice de la fraude. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. J'aurais aimé voir son visage. Selon l'huissier, il a pâli et a demandé à parler à son avocat immédiatement. Bonne chance à lui pour en trouver un qui acceptera cette affaire. Les preuves sont accablantes. Nous avons discuté des prochaines étapes, des dates d'audience, des dépositions, de la découverte financière. Tout cela semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Après avoir raccroché avec Patricia, je me suis forcé à me préparer pour le travail demain. J'ai préparé mes vêtements, repassé un chemisier rouge, préparé mon déjeuner. Tâche normale, tâche qui ancre. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait le numéro du lieu de travail de Raymond. Curieuse, j'ai répondu. Mademoiselle Stevens, c'est Barbara des ressources humaines de Donovan Tech. Je vous appelle au sujet de Raymond Torres. Je ne travaille pas là-bas. Pourquoi m'appelez-vous? Monsieur Torres vous a indiqué comme son contact d'urgence. Je crains de devoir vous informer qu'il a été mis en congé administratif en attendant une enquête sur une utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Je me suis assise lentement. Quel genre d'utilisation abusive? Je ne peux pas discuter des détails, mais cela concerne la fraude sur les fiches de présence et l'utilisation non autorisée des véhicules de l'entreprise. C'est tout ce que je peux dire. Je vous appelle uniquement parce que vous êtes répertorié comme son contact. Y a-t-il un autre numéro que nous devrions avoir dans nos dossiers? Non, nous ne sommes plus ensemble. Retirez complètement mon nom de son dossier. Je comprends. Merci pour votre temps. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Véhicule de l'entreprise. Fraude sur les fiches de présence. Le mariage avait eu lieu un jeudi après-midi.
Raymond était définitivement censé travailler. Et cette limousine avait probablement coûté cher. Je me suis demandé s'il l'avait facturé sur sa carte d'entreprise. On a sonné à ma porte à midi. J'ai vérifié par le Judas et j'ai vu 2 personnes que je ne reconnaissais pas. Un homme et une femme, tous 2 en tenue d'affaires. Qui est-ce? Ai-je appelé à travers la porte. Mademoiselle Stevens. Je suis l'inspectrice Morrison et voici l'inspecteur Lee. Nous enquêtons sur une plainte pour fraude déposée par Peterson Financial. Pouvons-nous entrer? J'ai ouvert la porte, en gardant la chaîne. Ils m'ont montré leur badge. De vrais inspecteurs de police. J'ai déjà fait des déclarations à la banque et à mon avocate, ai-je dit. Nous le savons. Nous avons juste quelques questions de suivi. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Je les ai laissés entrer, leur offrant de l'eau. Ils ont refusé. Nous nous sommes assis dans le salon, moi sur le canapé, eux sur des chaises en face de moi. L'inspectrice Morrison a mené la plupart de la conversation. C'était une femme noire d'une 40aine d'années avec des yeux gentils mais une attitude sans fioriture. Racontez-moi le jour où vous avez découvert la cérémonie frauduleuse, a-t-elle dit, son carnet ouvert. J'ai raconté l'histoire à nouveau. L'église, la fenêtre, les textos de Raymond, les photos que j'avais prises. La découverte de l'argent plus tard dans la nuit. Vous avez dit que vous aimez. Torres est toujours fiancé. Pas de rupture, pas de dissolution des fiançailles. C'est exact. J'ai découvert qu'il avait épousé quelqu'un d'autre alors que nous étions encore fiancés. Je ne lui ai pas parlé depuis. L'inspecteur Lee, un homme asiatique plus jeune, s'est penché en avant. Lui avez-vous donné la permission d'accéder au compte d'épargne joint pour une raison quelconque? Non. Nous avions convenu que cet argent était intouchable jusqu'à ce que nous ayons au moins $50 000 d'économie pour une maison. Et mademoiselle Wright, votre ancienne amie, était-elle au courant de ce compte? J'ai fait une pause. Je ne sais pas. Je ne lui en ai jamais parlé spécifiquement, mais Raymond l'a peut-être fait. Ils ont posé plus de questions sur l'emploi de Raymond, la situation financière de sa famille, s'il avait montré des signes de stress financier. J'ai répondu à tout aussi complètement que possible. Quand ils sont finalement partis, l'inspectrice Morrison m'a donné sa carte. S'il vous contacte, n'engagez pas la conversation. Transférez simplement tout à moi et à votre avocate. Va-t-il être arrêté? Cela dépend de ce que le procureur décidera. Mais une fraude de ce montant avec ce niveau de préméditation aboutit généralement à des accusations. Il aura son jour au tribunal. Après leur départ, je me suis assise dans l'appartement silencieux et j'ai tout laissé s'imprégner. Raymond était sous enquête. Il avait perdu son emploi. Sa réputation était détruite. La moitié de la ville savait ce qu'il avait fait. Et je ne ressentais absolument rien à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de justification, juste une sorte de calme vide. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est la mère de Raymond. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cette situation en famille. J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, je suis allé à l'épicerie pour la première fois depuis la semaine dernière. J'avais besoin de vraie nourriture, pas des crackers et du beurre de cacahuète dont je survivais. Dans la section des produits frais, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais de l'église. Madame Patterson, une femme plus âgée qui avait toujours été gentille avec moi. Naomi, ma chère, elle m'a serré la main. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Merci. Ce garçon ne t'a jamais mérité. Je l'ai toujours dit à mon mari. Elle a choisi une tomate, l'examinant d'un œil critique. Garde la tête haute. Tu n'as rien fait de mal. Sa simple gentillesse a fissuré quelque chose dans ma poitrine. J'apprécie beaucoup. Ma nièce a vécu quelque chose de similaire. Pas aussi dramatique, mais son fiancé voyait quelqu'un d'autre dans son dos. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle est retournée à l'école, a obtenu sa maîtrise, a lancé sa propre entreprise. Maintenant, elle est mariée à un homme merveilleux qui la traite comme une reine. Et cet ex? Aux dernières nouvelles, il en est à son 3e divorce. Madame Patterson m'a tapoté le bras. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ta fin. C'est ton début. J'ai emporté ces mots avec moi comme un talisman. Ce soir-là,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'évitais. J'ai regardé mes propres finances, séparées de tout ce que Raymond touchait. Mon compte courant personnel, mon fonds de retraite, mon petit portefeuille d'investissement. Tout était intact. Tout était à moi. J'ai calculé mes dépenses mensuelles sans la contribution de Raymond au loyer et aux charges. Ce serait serré, mais gérable, surtout avec la promotion que M. Henderson avait mentionnée le mois dernier. Je pouvais le faire. Je pouvais construire une vie sans Raymond, sans Camille, sans aucun des gens qui m'avaient trahi. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Toutes les choses que j'avais gardées à l'intérieur. La blessure, la confusion, la rage, les moments où je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, si je l'avais repoussé d'une manière ou d'une autre. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à 2 heures du matin, quand l'épuisement m'a finalement tiré vers le sommeil. Demain, je retourne au travail. Retour à la vie normale. Retour à être Naomi Stevens, graphiste, sœur, survivante. Et Raymond Torres pouvait se débrouiller avec son propre désordre. Mercredi matin, je suis entré au bureau comme si de rien n'était. Vêtements professionnels, maquillage parfait, épaules en arrière. Denise, ma voisine de bureau, a levé les yeux à mon approche. Naomi, bon retour. Merci. Qu'est-ce que j'ai manqué? Elle a hésité. Tu n'as pas entendu? Entendu quoi? À propos de... La situation avec Raymond. Elle a baissé la voix. Tout le monde en parle. Ces photos que tu as envoyées sont partout sur les réseaux sociaux maintenant. Quelqu'un les a publiées publiquement. Mon estomac s'est serré. Quoi? Elle m'a montré son téléphone. Quelqu'un avait créé un fil Twitter avec toutes mes photos légendées, quand ton fiancé t'envoie un texto « Je travaille tard », mais que tu le surprends à son mariage secret. Il avait été retweeté des milliers de fois. Je n'ai pas publié ça publiquement, ai-je dit doucement. Je sais, mais quelqu'un sur ta liste de diffusion a dû le faire. C'est devenu viral ce week-end. Denise a rangé son téléphone. Pour ce que ça vaut, tout le monde ici est de ton côté. Raymond est une ordure. Je l'ai remercié et je suis allé à mon bureau. Mes mains tremblaient alors que je me connectais à mon ordinateur. Monsieur Henderson est apparu à l'entrée de mon bureau. Naomi, mon bureau, s'il vous plaît. Ça y est. J'allais me faire virer pour le drame. Je l'ai suivi dans le couloir, préparant ma défense. Mais quand il a fermé la porte du bureau, son expression était sympathique, pas en colère. « Comment tenez-vous le coup ?» a-t-il demandé. « Je gère. »« Bien. Écoutez, je veux aborder quelque chose. Nous avons eu plusieurs appels cette semaine de journalistes qui posaient des questions sur vous. J'ai refusé de commenter et j'ai donné l'instruction à la réception de prendre des messages plutôt que de vous transférer les appels. Des journalistes. L'histoire a attiré l'attention des médias. Les nouvelles locales principalement, mais un blog national l'a reprise. Quelque chose sur l'infidélité moderne et les réseaux sociaux. Il s'est assis sur le bord de son bureau. Je vous dis ça pour que vous soyez préparés. Ils pourraient se présenter ici. S'ils le font, vous n'avez à parler à personne. La sécurité les escortera dehors. Merci. Aussi, les RH voulaient que je vous rappelle que nous avons des services de conseil aux employés disponibles sans frais si vous avez besoin de parler à quelqu'un. J'ai un thérapeute, ai-je menti? Mais peut-être que je devrais en trouver un. Bien. Et Naomi. À propos de cette promotion dont nous avons discuté le mois dernier. Le poste de directrice de la création. Le poste est à vous si vous le voulez toujours. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Vous êtes prête depuis des mois. J'attendais juste que le bon projet se termine. Votre travail sur la campagne Morrison était exceptionnel. Le poste vient avec une augmentation de 15% et votre propre bureau. Ah. Oui. Merci. Je le veux absolument. Excellent. Nous officialiserons cela lundi prochain. Il a souri. Parfois, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, ou quelque chose comme ça. J'ai flotté jusqu'à mon bureau. Une promotion, mon propre bureau, 15% d'argent en plus. Les choses s'amélioraient. La matinée s'est déroulée tranquillement.
J'ai rattrapé mes emails, examiné les échéanciers des projets, et évité la salle de pause où j'entendais les gens bavarder. À midi, j'ai conduit jusqu'à un café de l'autre côté de la ville où personne du travail ne me verrait. J'étais à mi-chemin d'un sandwich quand mon téléphone a sonné. Patricia. Nous avons un problème, a-t-elle dit sans préambule. Raymond et Camille sont dans l'immeuble de votre bureau. La sécurité du bâtiment vient de m'appeler. Ils exigent de vous voir. Quoi? Ne sortez pas, restez où vous êtes. J'envoie quelqu'un pour vous escorter en toute sécurité jusqu'à votre bureau. Je ne suis pas au bureau. Je suis dans un café sur la 5e rue. Encore mieux. Restez là. Ne partez pas. J'appelle la police pour s'occuper d'eux. Elle a raccroché. Mes mains sont devenues engourdies. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Denise. Pour info, ton ex-fou et sa femme sont dans le hall en train de faire une scène. La sécurité a appelé les flics. Puis d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est la sécurité du bâtiment. Nous avons maîtrisé la situation. Vous pouvez revenir en toute sécurité quand vous serez prête. Je suis resté au café encore 30 minutes, m'assurant que suffisamment de temps s'était écoulé. Puis je suis retourné au bureau en voiture. Le hall était vide à l'exception de 2 gardes de sécurité et de M. Henderson, qui était apparemment descendu personnellement. Tout est clair, a dit un garde. Ils sont partis quand la police est arrivée. Beaucoup de crimes et pas de violence. Nous les avons sur caméra si vous en avez besoin pour votre affaire. Que voulait-il? Ai-je demandé. Ils voulaient vous parler. Ils ont dit que vous détruisiez leur vie et qu'ils devaient s'expliquer. Le garde a secoué la tête. Le gars n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Comme si nous étions tous des idiots qui ne pouvons pas voir les photos. Monsieur Henderson m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. J'ai donné l'instruction à la sécurité de ne plus les laisser entrer dans le bâtiment. S'ils reviennent, ce sera une accusation immédiate d'intrusion. Merci. Naomi, je ne veux pas être indiscret, mais avez-vous un endroit sur où rester? S'ils savent où vous travaillez, ils savent probablement où vous vivez. Ma sœur m'a proposé sa chambre d'amis. Je pourrais accepter son offre. Faites-le. Au moins pour quelques jours jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai passé le reste de la journée incapable de me concentrer. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque notification sur mon téléphone faisait battre mon cœur. À 17 h, j'ai rapidement fait mes affaires et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture. Lorraine a appelé alors que je conduisais. Tu restes avec moi ce soir. Pas de discussion. Fais un sac et viens. Ils se sont présentés à mon travail. Je sais, Patricia m'a appelé. C'est pourquoi tu restes ici. Je ne te laisserai pas rentrer dans un appartement vide où ils savent que tu seras seul. Elle avait raison. Je me suis arrêté à mon appartement juste le temps de prendre l'essentiel, surveillant constamment la porte comme si Raymond pouvait faire irruption. L'appartement de Lorraine était de l'autre côté de la ville, un 2 pièces rempli de plantes et d'art colorés. Reste 1 minute, a-t-elle dit. Elle avait du vin qui attendait. Bois ça. Raconte-moi tout. J'ai raconté l'incident du bureau, les images de sécurité, l'inquiétude de M. Henderson. Ils sont désespérés, a dit Lorraine. C'est bon pour nous. Les gens désespérés font des erreurs. Je ne me sens pas bien. J'ai peur. C'est compréhensible. Mais tu es en sécurité ici. Et demain, Patricia dépose une demande d'ordonnance restrictive. Nous avons mangé des plats à emporter et regardé la télévision sans réfléchir. Lorraine m'a préparé le canapé avec ses couvertures les plus douces. Pour la première fois de la journée, je me suis senti me détendre. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, je l'ai écouté. La voix de Camille, larmoyante et désespérée. Naomi, s'il te plaît. Raymond a perdu son travail. Nous sommes expulsés de notre appartement. Sa famille ne nous parle plus. Mes parents m'ont renié. Tout s'effondre. Je sais que tu es en colère, mais ça a été assez loin. Les gens nous menacent en ligne. Quelqu'un a jeté une brique à travers la vitre de la voiture de Raymond. Ça devient dangereux. S'il te plaît, parle-nous. Laisse-nous nous expliquer. Nous avons fait une erreur, mais nous ne méritons pas ça.
S'il te plaît. Le message s'est terminé. Je l'ai supprimé et j'ai éteint mon téléphone. Ils faisaient face aux conséquences, des conséquences réelles et graves, et je n'avais aucune pitié pour eux. L'ordonnance restrictive a été approuvée le vendredi. Raymond et Camille étaient tenus de rester à au moins 500 pieds de moi, de mon lieu de travail, de l'appartement de Lorraine et de tout endroit où j'étais présente. S'ils la violent, ils vont en prison, a expliqué Patricia. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Une violation et ils sont arrêtés. Comment saurais-je s'ils sont à proximité? Vous ne le saurez pas toujours, mais si vous les voyez, appelez immédiatement le 911. L'ordonnance est dans le système. La police répondra rapidement. J'ai emporté une copie de l'ordonnance restrictive avec moi partout. Un talisman de protection. Pendant le week-end, l'histoire a continué de prendre de l'ampleur en ligne. Un blogueur spécialisé dans les relations a écrit un long article sur la trahison moderne à l'ère numérique. Un podcast a consacré un épisode entier à savoir si j'étais justifié d'exposer Raymond publiquement. La plupart des gens me soutenaient. Certains disaient que j'étais allé trop loin, que l'humiliation publique était cruelle. J'ai arrêté de lire les commentaires après que quelqu'un ait dit « Elle l'a probablement poussé à la tromper ». Il y a toujours deux côtés à une histoire. Lorraine m'a distraite avec des films et de la malbouffe. Nous nous sommes fait les ongles. Nous sommes allés faire du shopping. Des choses normales de sœurs, des choses qui ancrent. Dimanche après-midi, Patricia a appelé avec une mise à jour. Raymond essaie de régler l'affaire. Son avocat m'a contacté ce matin avec une offre. Mon cœur a bondi. Déjà. Il a peur. L'enquête criminelle avance. S'il est inculpé et condamné, il risque la prison. Il veut régler le procès civil rapidement avant tout procès pénal qui pourrait affecter son cas. Qu'est-ce qu'il propose? Le remboursement intégral des 32 000 $ volés plus 20 000 $ de dommages et intérêts. Aussi, une déclaration signée admettant sa faute et acceptant de ne plus jamais vous contacter. 52 000 $ au total. Plus que ce à quoi je m'attendais. Que penses-tu que je devrais faire, ai-je demandé. Honnêtement, je pense que nous pouvons obtenir plus. L'enquête sur la fraude a révélé des problèmes supplémentaires. Il a utilisé les ressources de l'entreprise pour le mariage, facturé des fournisseurs sur sa carte d'entreprise. Il est dans de sérieux ennuis. Nous avons un levier. Donc, je devrais dire non. Je pense que vous devriez faire une contre-offre. 80 000 $ au total. Le montant initial plus 48 000 $ de dommages et intérêts. Faisons-le transpirer. Faisons-le. J'ai raccroché, me sentant puissante, en contrôle. Lundi matin, j'ai commencé mon nouveau poste de directrice de la création. Mon bureau était petit mais avait une fenêtre donnant sur la ville. J'ai passé la première heure à simplement arranger mon bureau, à m'approprier l'espace. Denise est passée avec une carte de félicitations signée par toute l'équipe de création. Nous sommes si heureux pour toi. Tu le mérites. Merci. C'est surréaliste. Dans le bon sens, j'espère. Oui, dans le bon sens. La journée a été chargée de réunions sur les projets à venir et mes nouvelles responsabilités. Ça faisait du bien de se concentrer sur le travail au lieu du drame en cours avec Raymond. Pendant le déjeuner, j'ai finalement appelé le service de conseil aux employés que M. Henderson avait mentionné. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute nommée Dr Reeves pour mercredi après-midi. Mardi, Patricia a de nouveau appelé. Il a accepté la contre-offre. Quoi? 80 000 $. Il signe les papiers aujourd'hui. L'argent sera transféré dans les 10 jours ouvrables, en supposant que la banque débloque les fonds gelés. Je me suis assise brusquement. Il a vraiment accepté. Son avocat sait qu'il n'a pas le choix. Les accusations criminelles avancent de toute façon. Le procureur a suffisamment de preuves pour le condamner. Raymond essaie de minimiser les dégâts partout où il le peut. Et Camille? Est-ce qu'elle paie quelque chose? Elle n'a pas de bien. Ça part du règlement et l'accord de ne plus jamais vous contacter. Si elle le viole, elle devra des dommages et intérêts supplémentaires. Donc, je n'aurai plus jamais à les voir? Pas s'ils sont intelligents. Et après ça, je pense qu'ils ont appris leur leçon sur les conséquences. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon nouveau bureau et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. C'était vraiment fini.
La bataille juridique, la peur, l'incertitude. Fini. La séance de thérapie de mercredi a été plus difficile que prévu. Dr Reeves était une femme douce avec des cheveux gris et une voix douce. Elle m'a demandé de raconter l'histoire depuis le début. En parler faisait mal. Trouver Raymond à l'église, voir Camille dans cette robe, le message texte disant qu'il travaillait tard. Vous avez été trahi par les deux personnes les plus proches de vous, a dit Dr Reeves. C'est un traumatisme profond. Comment le gérez-vous? Je ne sais pas. Parfois je me sens en colère. Parfois je ne ressens rien. La plupart du temps, je veux juste aller de l'avant. Aller de l'avant est sain, mais assurez-vous de ne pas réprimer des émotions qui ont besoin d'être ressenties. Nous avons parlé de deuil, de confiance, de reconstruction après une trahison. Elle m'a donné des devoirs, des sujets de journal, des exercices de méditation, des moyens de traiter ce qui s'était passé. Je suis parti en me sentant à vif mais plus légère d'une certaine manière. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. Le travail a consommé la plupart de mon énergie de la meilleure des manières. Le rôle de directrice de la création m'a mise au défi, m'a poussé à grandir. J'ai trouvé un nouvel appartement, un 2 pièces dans un meilleur quartier. Lorraine m'a aidé à déménager et nous en avons fait un nouveau départ. Nouveaux meubles, nouvelle couleur de peinture, tout était nouveau. Aucun souvenir de Raymond n'était autorisé. L'argent du règlement est arrivé un mardi au hasard. 80 000 $ déposés sur mon compte. J'ai regardé le solde pendant un long moment, n'arrivant pas à croire que c'était réel. Je l'ai utilisé pour meubler le nouvel appartement, pour commencer un fonds d'urgence, pour réserver des vacances que j'avais toujours voulu prendre. L'argent ne pouvait pas réparer ce que Raymond avait brisé, mais il me donnait des options. La liberté. 3 semaines après l'ordonnance restrictive, je prenais un café avec Lorraine quand elle a regardé son téléphone et a froncé les sourcils. Tu dois voir ça. Elle m'a montré un article d'un site d'information local. Le couple au centre du scandale du mariage viral annonce la fin de ses fiançailles. J'ai lu rapidement. Raymond et Camille avaient publié une déclaration disant qu'ils avaient mutuellement décidé de mettre fin à leur relation et de se concentrer sur leur croissance personnelle. Ils ont rompu, a dit Lorraine. J'imagine que la pression du faux mariage était trop forte. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de justification, juste rien. Tant mieux pour eux, ai-je dit, et je le pensais. Leur relation, leur drame, leurs conséquences, rien de tout cela n'était plus mon problème. 1 mois après l'incident de l'église, j'ai assisté à mon premier événement social depuis que tout s'est passé. La fête d'anniversaire d'un collègue dans un restaurant local. J'ai failli ne pas y aller. La peur de tomber sur des amis communs, la peur des questions, la peur d'être cette femme des photos virales. Mais j'y suis allé, et les gens ont été gentils. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Personne n'a mentionné Raymond. Ils m'ont juste traité comme une personne normale, parce que c'est ce que j'étais. Normal. En train d'aller de l'avant. J'ai parlé à un gars nommé Julien de photographie. Il était drôle et facile à vivre. Quand il m'a demandé mon numéro, je me suis surprise à le lui donner. Juste en ami, ai-je rapidement précisé. Absolument, a-t-il dit. Des amis qui pourraient peut-être prendre un café un de ces jours. J'ai souri. Oui, peut-être. Ce soir-là, allongé dans mon nouveau lit dans mon nouvel appartement, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 2 mois, fiancée, planifiant un avenir avec Raymond, faisant confiance à Camille comme ma plus proche amie. Cette femme avait disparu. Cette nouvelle version de moi était plus dure, plus prudente, mais aussi plus forte, plus sûre d'elle-même. J'avais survécu à la pire trahison que je pouvais imaginer, et j'allais bien, mieux que bien. Je construisais quelque chose de nouveau. Le procès pénal a commencé par un matin froid de fin novembre. Je ne m'attendais pas à témoigner, mais Patricia a dit que ma présence renforcerait le dossier de l'accusation. Vous êtes la victime ici, m'a-t-elle rappelé. Le jury doit voir comment cela a affecté une personne réelle. J'ai de nouveau porté mon blazer vert et mon pantalon noir, professionnel, composé. Lorraine est venue avec moi pour un soutien moral, assise dans la galerie derrière la table du procureur. Raymond était déjà là quand je suis arrivé, assis avec son avocat commis d'office à la table de la défense. Il avait l'air plus mince, plus âgé. Son costume était froissé. Il ne m'a pas regardé. Camille était assise dans la galerie,
séparée de lui. On lui avait offert l'immunité en échange de son témoignage. Décision intelligente de sa part. Les accusations ont été lues: fraude, usurpation d'identité, détournement de fonds. Chacune entraînait une peine de prison potentielle. La procureure, une femme vive nommée Madame Chin, a exposé l'affaire méthodiquement: relevés bancaires, messages textes, photos de la fausse cérémonie de mariage, témoignages d'employés de l'ancien lieu de travail de Raymond sur l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. C'était accablant, massivement accablant. Quand on m'a appelé à témoigner, mes jambes semblaient faibles en marchant vers la barre des témoins. J'ai prêté serment, promis de dire la vérité. Madame Chin s'est approchée avec un sourire aimable. Mademoiselle Stevens, pouvez-vous parler à la cour de votre relation avec l'accusé? J'ai pris une profonde inspiration. Nous étions fiancés depuis 2 ans, ensemble depuis 3 ans avant cela. Nous vivions ensemble, partagions nos finances, planifions un avenir. Et le 22 octobre, que s'est-il passé? J'ai raconté l'histoire, l'église, la fenêtre, la cérémonie, le texto de Raymond prétendant qu'il travaillait tard, la découverte de l'argent volé plus tard dans la nuit. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez découvert ce qui se passait? Objection, a crié l'avocat de Raymond. Pertinence, votre honneur. L'état émotionnel de la victime témoigne de la nature préméditée de la fraude. J'autorise. Répondez à la question, mademoiselle Stevens. J'ai regardé directement Raymond pour la première fois. Il a brièvement croisé mon regard, puis a détourné les yeux. Dévastée, confuse, comme si toute ma vie avait été un mensonge. Je lui faisais entièrement confiance. Nous devions nous marier, acheter une maison, construire une vie ensemble. Au lieu de cela, il m'a volé et a épousé quelqu'un d'autre tout en mentant sur où il était. Pas d'autres questions. L'avocat de Raymond m'a contre-interrogé, essayant de suggérer que j'avais été négligente de ne pas surveiller le conjoint de plus près, essayant d'insinuer que c'était en quelque sorte partiellement de ma faute. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai répondu à chaque question calmement, factuellement. Quand je suis descendu, Lorraine m'a serré la main en passant devant son siège. Le procès a duré 3 jours. Témoignage d'experts sur la fraude financière. Témoins de moralité pour Raymond, qui ont dit qu'il avait fait une terrible erreur, mais qu'il était fondamentalement une bonne personne. Puis Camille a pris la barre. Elle avait l'air nerveuse, ses mains tremblant alors qu'elle prêtait serment. Elle évitait de nous regarder, Raymond et moi. Madame Chin s'est approchée d'elle. Mademoiselle Wright, depuis combien de temps étiez-vous impliquée avec Monsieur Torres avant la cérémonie d'octobre? Environ 8 mois. Et étiez-vous au courant qu'il était toujours fiancé à Mademoiselle Stevens pendant cette période? Oui. Vous a-t-il dit qu'il prévoyait de rompre les fiançailles? Camille a hésité. Il a dit qu'il le ferait. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait besoin du bon moment, qu'il ne voulait pas la blesser. Mais il n'a jamais rompu les fiançailles. Non. À qui était l'idée de la cérémonie? Autre hésitation. C'était mutuel. Nous voulions nous sentir mariés même si ce n'était pas encore légal. Raymond a dit qu'il s'occuperait de la situation avec Naomi après. Il l'avait promis. Étiez-vous au courant de l'argent qu'il a retiré de son compte avec Mademoiselle Stevens? Pas au début. Il m'a dit plus tard qu'il avait pris de l'argent des économies pour les frais du mariage. Il a dit que c'était son argent à utiliser. L'avez-vous cru? Je voulais y croire. Je l'aimais. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu des textos sur l'organisation de mon enterrement de vie de jeune fille pendant qu'elle planifiait secrètement son propre mariage. La sympathie s'est évaporée. L'avocat de Raymond a essayé de dépeindre Camille comme le cerveau, la séductrice qui avait égaré Raymond. Elle a fermement résisté. Raymond a fait ses propres choix. Je ne l'ai pas forcé à mentir à Naomi. Je ne l'ai pas forcé à voler de l'argent. Oui, j'ai eu tort d'être avec lui alors qu'il était fiancé. J'assume cela. Mais il est responsable de ses propres actions. Quand elle est descendue, elle m'a finalement regardé. J'ai vu de la culpabilité là, et du regret, et quelque chose qui aurait pu être des excuses. J'ai détourné le regard. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 3e jour. Madame Chin a résumé les preuves, le schéma de tromperie, la fraude calculée. Ce n'était pas une erreur,
a-t-elle dit au jury. C'était une trahison délibérée et planifiée. Monsieur Torres a volé sa fiancée pour financer un faux mariage avec une autre femme. Il a menti à plusieurs reprises, manipulé plusieurs personnes, et n'a montré aucun remords jusqu'à ce qu'il soit pris. Ce n'est pas un manque de jugement. C'est un comportement criminel. L'avocat de Raymond a plaidé pour la clémence. Un homme bien qui a fait de mauvais choix. Primo-délinquant prêt à faire réparation. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Quand ils sont revenus, le président du jury s'est levé. Sur le chef d'accusation de fraude, nous déclarons l'accusé coupable. J'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Sur le chef d'accusation d'usurpation d'identité, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de détournement de fonds, nous déclarons l'accusé coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le visage de Raymond est devenu pâle. Son avocat a posé une main sur son épaule. Dans la galerie, sa mère a commencé à pleurer. Le juge a fixé la sentence dans 2 semaines et a levé la séance. Dehors, Patricia m'a serré dans ses bras. C'est fini. Tu as gagné. Que se passe-t-il maintenant? La sentence. Il risque probablement de 2 à 3 ans, bien qu'il puisse obtenir moins avec une bonne conduite, plus une probation après sa libération, plus la restitution financière, que vous avez déjà reçue par le biais du règlement. Donc, il ira en prison. Oui, il ira. J'ai pensé à cela alors que Lorraine me ramenait à la maison. Raymond en prison. Sa vie déraillée, sa réputation détruite. J'avais voulu me venger. J'avais voulu des conséquences. Maintenant, il faisait face aux deux. Alors pourquoi me sentais-je encore si vide? Dr Reeves m'a aidé à y voir plus clair lors de notre séance suivante. Vous êtes en deuil, a-t-elle expliqué. Pas pour lui, mais pour l'avenir que vous pensiez avoir. C'est valable. La justice n'efface pas la perte. Je pensais que je me sentirais mieux, plus satisfaite. La clôture n'est pas toujours satisfaisante. Parfois, c'est juste la fin d'un chapitre, même lorsque le chapitre était douloureux. Elle avait raison. C'était une fin. Pas une fin heureuse, pas une fin nette, mais une fin néanmoins. L'audience de détermination de la peine, 2 semaines plus tard, a été brève. L'avocat de Raymond a fait une déclaration sur le remords de son client et son désir de réhabilitation. Raymond lui-même s'est excusé auprès du tribunal, de sa famille, de moi. J'ai fait des choix terribles, a-t-il dit, la voix tremblante. J'ai blessé quelqu'un qui me faisait entièrement confiance. J'ai déçu tout le monde. Je suis désolé. Je sais que désolé n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai. Le juge est resté impassible. Monsieur Torres, vous n'avez pas seulement blessé votre fiancé. Vous avez commis des crimes graves. Vous avez volé de l'argent, abusé de votre position au travail, et montré un schéma de tromperie qui a duré des mois. La Cour vous condamne à 3 ans de prison d'État, suivi de 2 ans de probation surveillée. Le marteau est tombé. Les gardes ont emmené Raymond. Il n'a pas regardé en arrière. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient. J'avais évité les médias, mais aujourd'hui je me sentais prête. Un journaliste s'est avancé. Mademoiselle Stevens, que pensez-vous de la sentence? J'ai réfléchi à la question. Je pense que justice a été rendue. Monsieur Torres a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens. Maintenant, il fait face aux conséquences de ses choix. J'espère qu'il utilisera ce temps pour réfléchir et devenir une meilleure personne. Lui pardonnerez-vous? Ce n'est pas la bonne question. Le pardon n'est pas quelque chose qu'il a mérité ou demandé de manière significative. La bonne question est, vais-je aller de l'avant avec ma vie? Et la réponse est oui. Je l'ai déjà fait. Je me suis éloigné avant qu'il puisse poser d'autres questions. Ce soir-là, Lorraine et moi avons célébré avec des plats à emporter et de la glace. Au nouveau départ, a-t-elle trinqué avec sa cuillère? Au nouveau départ, ai-je fait l'écho? Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. Comment s'est passée la journée? Julien et moi avions parlé davantage au cours des dernières semaines. Le café s'était transformé en déjeuner, puis en longue conversation sur l'art, la vie et tout le reste. Pas encore en couple, mais quelque chose avec du potentiel. J'ai répondu par texto.
Ça s'est bien passé. Je te raconterai ça autour d'un café demain. Absolument. C'est moi qui paie cette fois. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. La bataille juridique était terminée. Raymond était en prison. Camille était hors de ma vie. Les photos virales avaient finalement cessé de circuler. Maintenant venait le travail le plus difficile. Construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui avait été. Mais j'étais prête. Plus prête que je ne l'avais jamais été. 6 mois passèrent comme l'eau entre les doigts. Parfois lentement, parfois en se précipitant, toujours en avançant. Mon appartement s'est transformé d'un espace vide en un véritable foyer. Des plantes sur le rebord de la fenêtre. De l'art sur les murs, certains achetés, certains peints de ma propre main. Un coin lecture où je passais les dimanches matins avec du café et des livres. Le rôle de directrice de la création est devenu plus qu'un travail. C'est devenu une passion. J'ai mené des campagnes qui ont remporté des prix, encadré des designers juniors, trouvé ma voie dans les réunions, confiante et claire. Monsieur Henderson l'a remarqué. Vous vous êtes vraiment épanoui ces derniers mois. Merci. Je pense que j'en avais besoin. La croissance personnelle vient souvent de circonstances difficiles. Non pas que je sois heureux que vous ayez traversé ce que vous avez traversé, mais je suis heureux de vous voir vous épanouir malgré cela. M'épanouir? Était-ce cela? J'y ai pensé ce soir-là lors de ma séance de thérapie avec Dr. Reeves. Je ne me sens plus brisé, lui ai-je dit. Mais je ne me sens pas non plus entière. Comme si je cherchais encore qui je suis sans Raymond, sans cet avenir que j'avais prévu. C'est normal. Vous reconstruisez votre identité. Cela prend du temps. Combien de temps? Elle a souri doucement. Autant que vous en avez besoin. Il n'y a pas de date limite pour la guérison. Un samedi d'avril, Lorraine m'a traîné à un vernissage dans une galerie d'art du centre-ville. Un photographe local exposait une série sur les paysages urbains et les liens humains. Tu as besoin de sortir plus, a insisté Lorraine. Rencontrer de nouvelles personnes. T'amuser. Te souvenir de ce que ça fait. La galerie était bondée de gens tenant des verres de vin et faisant des commentaires réfléchis sur la composition et la lumière. Je me sentais déplacé au début, traînant près de l'entrée. Puis j'ai vu les photographies. Elles étaient magnifiques. Des clichés spontanés d'inconnus dans les rues de la ville, saisis dans des moments d'émotion authentiques. Une femme riant à un arrêt de bus. Un vieil homme nourrissant des pigeons dans le parc. 2 enfants jouant dans une fontaine. La vraie vie capturée magnifiquement. Assez incroyable, non? Je me suis retourné. L'homme qui parlait avait à peu près mon âge, la peau foncée, des locks courtes et un sourire facile. Il portait un appareil photo autour du cou. « Êtes-vous le photographe ?» ai-je demandé. « Coupable. » Julian Price. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Naomi Stevens. Votre travail est incroyable. Merci. Je visais l'honnêteté plutôt que la beauté, mais j'accepte incroyable. Il a fait un geste vers le mur de photos. Qu'est-ce qui vous parle le plus? J'ai de nouveau étudié les images. Une en particulier a attiré mon attention. Une femme assise seule sur un banc, regardant son téléphone, complètement inconsciente d'être photographiée. Quelque chose dans son expression, entre la tristesse et la détermination. Celle-là, dis-je en la montrant du doigt. Julian a suivi mon regard. C'est ma préférée aussi. Je l'ai prise l'automne dernier. Elle avait l'air de prendre une décision. Vous savez, un choix interne entre abandonner ou continuer. Lequel a-t-elle choisi? J'aime à penser qu'elle a continué, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se passe après la fin de la photographie. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure d'art, de la capture de la vérité, des histoires que les visages racontent. Julian était passionné mais pas prétentieux. Drôle sans essayer de l'être, facile à vivre. Quand il m'a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours, j'ai dit oui sans hésiter. Juste un avertissement, ai-je ajouté. Je sors d'une situation vraiment difficile. Je ne cherche rien de sérieux pour le moment. Avertissement en retour, a dit Julian avec un sourire. Je suis nul pour le sérieux de toute façon. Un café, c'est juste un café. Sauf si c'est un très bon café, alors c'est une expérience. Nous avons échangé nos numéros. J'ai quitté la galerie en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois.
Lorraine m'a souri narquoisement dans la voiture. Tu flirtais. Pas du tout. Absolument que si. Et il flirtait clairement en retour. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que flirter était exactement ce dont j'avais besoin. Quelque chose de léger, d'amusant, sans attente. Julien et moi nous sommes rencontrés pour un café 3 jours plus tard dans un endroit du centre-ville qui torréfiait ses propres grains. La conversation a coulé aussi facilement qu'à la galerie. Nous avons parlé de tout et de rien. Des silences confortables mêlés d'éclats de rire. Alors, que fais-tu quand tu n'es pas une directrice de la création, a demandé Julien. Honnêtement, je suis encore en train de le découvrir. Je me suis un peu perdu dans mon ancienne relation. Maintenant, j'essaie de me souvenir de ce que j'aime, indépendamment de quiconque. C'est courageux. La plupart des gens ne font jamais ce travail. Et toi? Photographie à plein temps? Principalement, je fais du travail commercial pour payer les factures, mais ma vraie passion, c'est la photographie de rue, surprendre les gens dans des moments authentiques. Il a sorti son téléphone, me montrant des clichés récents. Celle-ci date de la semaine dernière au marché des fermiers. Les images étaient magnifiques. Un vendeur arrangeant des fleurs, un enfant tendant la main vers une fraise, un couple de personnes âgées se tenant la main. Tu rends les moments ordinaires extraordinaires, ai-je dit. C'est le but. La vie est faite de moments ordinaires. Ils méritent d'être vus comme beaux. Quelque chose dans cette philosophie a profondément résonné en moi. Ma vie maintenant n'était que des moments ordinaires. Café le matin, réunion de travail, course, séance de thérapie. Rien de dramatique, rien d'instagrammable. Juste la vie, simple et réelle. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était tout. Julien et moi avons commencé à nous voir régulièrement. Le café s'est transformé en déjeuner. Le déjeuner s'est transformé en musée et en promenade dans le parc. Il n'a jamais fait pression pour plus. Il n'a jamais posé de questions sur mon passé au-delà de ce que je voulais bien dire. Il s'est juste montré, présent et sincère. Un après-midi dans un jardin de sculpture, je lui ai parlé de Raymond et de la cérémonie de mariage. Pas tous les détails, juste les grandes lignes. C'est brutal, a dit Julien. Comment le vis-tu maintenant? Mieux. Certains jours, je n'y pense pas du tout. D'autres jours, ça me frappe de nulle part. Le deuil n'est pas linéaire. Quelqu'un m'a dit ça quand mon père est mort. Il m'a fallu des années pour comprendre ce que ça signifiait. Je suis désolé pour ton père. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que la guérison se fait en spirale, pas en ligne droite. Tu continueras à revenir à la douleur, mais chaque fois d'un peu plus loin. J'aime cette image. Des spirales, pas des lignes. La distance, pas l'effacement. En juin, je me suis inscrite à un cours de peinture au centre communautaire. Les mercredis soirs, base de l'acrylique. Je n'avais pas peint depuis le lycée, mais quelque chose m'attirait maintenant. L'instructrice, une femme d'une soixantaine d'années nommée Ruth, encourageait l'expérimentation plutôt que la perfection. L'art ne consiste pas à faire quelque chose de beau. Il s'agit de faire quelque chose d'honnête. Mes premières peintures étaient terribles. Des couleurs boueuses, des compositions maladroites, mais il y avait quelque chose de satisfaisant à mettre le pinceau sur la toile, à créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Au 4e cours, je peignais des abstraits, des tourbillons de couleurs représentant des émotions que je ne pouvais pas nommer. Ruth a dit qu'ils avaient de l'énergie, de la passion. Vous n'avez pas peur de la toile, a-t-elle observé. C'est rare pour les débutants. J'ai déjà survécu à la pire chose que je pouvais imaginer, lui ai-je dit. Les mauvaises peintures ne me font plus peur. Elle a ri. Bonne perspective à avoir. Julien est venu voir mon travail après le cours un soir. J'avais mentionné les séances de peinture lors d'un de nos rendez-vous café, et il avait demandé à voir ce que je créais. Je lui ai montré les toiles appuyées contre le mur de mon appartement. 5 peintures maintenant, chacune différente. C'est intense, a-t-il dit, étudiant une pièce avec des traits de rouge et de bleu. De quoi parle celle-ci? De colère, je pense. Ou peut-être de trahison. Je ne suis pas toujours sûr de ce que je peins avant que ce ne soit fini. C'est le meilleur type d'art. Instinctif. Il est passé à une autre toile. Celle-ci plus douce avec des vagues de violet et d'or. Celle-ci semble différente.
De l'espoir peut-être, ou de la possibilité. Quelque chose de plus léger. Julien s'est tourné pour me faire face. Tu es vraiment talentueuse, Naomi. Pas seulement pour ça, mais pour tout. La façon dont tu as reconstruit ta vie, la façon dont tu te présentes pour toi-même. C'est impressionnant. La rougeur me monta aux joues. Je fais juste ce que j'ai à faire. Non, tu choisis de t'épanouir au lieu de simplement survivre. C'est différent. La façon dont il me regardait a fait battre mon cœur. Pas effrayant, pas accablant, juste agréable. Veux-tu rester pour le dîner? Ai-je demandé. Je fais des pâtes. Rien d'extraordinaire, mais il y en a assez pour deux. J'aimerais beaucoup. Nous avons cuisiné ensemble, nous déplaçant dans ma petite cuisine avec une facilité surprenante. Julien a raconté des histoires de séances photos désastreuses. Je lui ai parlé des demandes de clients les plus ridicules au travail. Pendant le dîner, la conversation est devenue plus sérieuse. Puis-je te demander quelque chose? Julien a posé sa fourchette. Es-tu prête pour ça? Pour ce que ça devient entre nous. J'ai réfléchi honnêtement à la question. Je ne sais pas. J'aime passer du temps avec toi. Je te fais confiance, ce qui est énorme pour moi en ce moment. Mais j'ai aussi peur. Peur d'être à nouveau blessée. Peur de ne pas être prête. C'est juste. Et si on continuait comme ça? Pas d'étiquette, pas de pression. Juste deux personnes qui apprécient la compagnie l'une de l'autre. Ça t'irait? Sans attente? Naomi, j'ai été divorcée. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de temps et d'espace pour guérir. Je ne suis pas pressé. Le rythme dont tu as besoin me convient. Un soulagement m'a envahi. Merci de comprendre. Merci de me donner une chance, tout simplement. Après le dîner, nous avons regardé un film sur mon canapé. Julien a gardé une distance respectueuse jusqu'à ce que je m'appuie contre son épaule. Il a mis son bras autour de moi avec précaution, comme s'il avait peur que je m'enfuie. Je ne me suis pas enfui. Je suis resté là, à l'aise et en sécurité. Quand il est parti ce soir-là, il m'a embrassé sur la joue à la porte. On se voit samedi. Il y a une exposition de photos que je pense que tu aimerais. C'est un rendez-vous. Enfin, pas un vrai rendez-vous, mais tu vois ce que je veux dire. Il a souri. Je vois exactement ce que tu veux dire. Après son départ, je suis resté dans mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De la contentement, peut-être même du bonheur. Dr. Reeves a remarqué le changement lors de notre séance suivante. Vous semblez différente aujourd'hui, plus légère. Je me sens différente. Comme si j'avançais enfin au lieu de simplement survivre. Parlez-moi de ça. Je lui ai parlé de Julien, des cours de peinture, du fait de me sentir chez moi dans ma propre peau pour la première fois depuis des mois. Je ne tombe pas amoureuse ou quoi que ce soit, ai-je rapidement précisé. Je profite juste à nouveau de la vie. Est-ce que c'est permis? Bien sûr que c'est permis. Vous avez fait le travail, Naomi. Vous avez traité votre traumatisme, fixé des limites, reconstruit votre vie. Maintenant, vous pouvez profiter des fruits de ce travail. Ça semble presque coupable, comme si je devais encore être en colère ou blessé. Vous pouvez être en train de guérir et encore porter de la colère. Ce ne sont pas des choses mutuellement exclusives. Mais il semble que vous choisissiez de vous concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau plutôt que de vous attarder sur ce qui a été détruit. Elle avait raison. Je construisais. Lentement, prudemment, mais je construisais néanmoins. Ce week-end-là, Julien m'a emmené à l'exposition de photos. Des artistes contemporains explorant les thèmes de l'identité et de l'appartenance. Nous avons parcouru la galerie main dans la main, discutant des œuvres, débattant du sens et de l'intention. Dans une pièce, une série d'autoportraits montrait la même femme à différents stades de sa vie. Jeune, d'âge moyen, âgée. Sur chaque photo, elle portait des expressions différentes. Joie, chagrin, colère, paix. Tout le spectre de l'être humain. Julien a dit, nous ne sommes pas une seule chose. Nous sommes tout cela à la fois. J'ai étudié le dernier portrait. La femme âgée avec des rides sur le visage et de la sagesse dans les yeux. Elle avait l'air contente. Complète. Je veux finir comme elle, ai-je dit doucement.
Avoir vécu pleinement, tout ressenti, et en être sorti en paix. Julien a serré ma main. Tu le feras. En quittant l'exposition, mon téléphone a vibré. Un texto de Lorraine. Vérifie tes emails. Quelque chose que tu devrais voir. J'ai ouvert mon application de messagerie. Un message du journal local avec pour objet, votre histoire. L'article détaillait le travail créatif de mon département, mettant en vedette 3 de nos récentes campagnes. Mon nom était mentionné en bonne place en tant que directrice de la création. L'article me qualifiait des « étoiles montantes de l'industrie » et de « quelqu'un à suivre ». Qu'est-ce que c'est, a demandé Julien, remarquant mon expression. Une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je lui ai montré l'article. Il l'a lu, puis m'a prise dans ses bras. Je suis fier de toi. Tu as mérité chaque parcelle de cela. Debout là, dans ses bras, le soleil d'été traversant les fenêtres de la galerie, j'ai réalisé quelque chose. J'allais bien. Plus que bien. Je m'épanouissais. Raymond avait essayé de me détruire. Au lieu de cela, il m'avait libéré pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus fort, de plus authentiquement moi-même. Et c'était la meilleure des vengeances. L'été s'est fondu dans le début de l'automne. L'exposition de la galerie qui avait présenté mon travail créatif a mené à plus d'opportunités. Un magazine de marketing voulait m'interviewer. Une conférence de design m'a invité à parler lors d'une table ronde sur « la crise et la créativité ». De la trahison à la percée, lisez la description de la table ronde. Comment les défis personnels façonnent la croissance professionnelle. J'ai failli dire non. L'idée de discuter à nouveau publiquement de Raymond, d'être, cette femme des photos de mariage virales, me nouait l'estomac. Mais Dr Reeves m'a encouragé. Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de productif. C'est quelque chose qui mérite d'être partagé. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Alors j'ai dit oui. La conférence avait lieu en octobre, exactement un an après l'incident de l'église. Le moment semblait à la fois ironique et approprié. Julien a proposé de venir avec moi pour me soutenir. Nous étions officiellement ensemble depuis 2 mois maintenant, bien que nous passions du temps ensemble depuis bien plus longtemps. La relation progressait lentement, avec précaution. Il n'a jamais fait pression. Je n'ai jamais paniqué. Tu n'es pas obligé de venir, lui ai-je dit. C'est un truc de travail. Probablement ennuyeux. Tu plaisantes? Je veux te voir en mode professionnel, commandant une salle. Il a souri. En plus, je n'ai jamais été à une conférence de design. Ça pourrait être amusant. Le centre de conférence était immense, rempli de professionnels de la création de tout le pays. Ma table ronde était le 2e jour, intitulée « Résilience et leadership créatif ». En coulisses, j'ai rencontré les autres panélistes. Une graphiste qui avait reconstruit son studio après une inondation dévastatrice. Un directeur artistique qui avait surmonté une dépendance. Un directeur de la création qui avait lancé son agence après avoir été licencié de son emploi de rêve. Nous avions tous des cicatrices de bataille. Nous avions tous survécu à quelque chose qui aurait pu nous briser. La modératrice, une femme posée nommée Angela, nous a rassemblés avant que nous montions sur scène. Rappelez-vous, la vulnérabilité est une force. Le public veut de l'honnêteté, pas du vernis. Quand nous sommes montés sur scène, j'ai balayé la foule du regard. Des centaines de personnes. Julien était assis au 3e rang, me faisant un pouce en l'air. Je pouvais le faire. Angela a commencé par des questions générales sur nos carrières, nos philosophies créatives. Puis elle est devenue plus personnelle. Naomi, vous avez vécu une trahison très publique l'année dernière. Comment cela a-t-il impacté votre travail? J'ai pris une profonde inspiration. Au départ, ça m'a paralysé. Je ne pouvais pas me concentrer, pas créer. Tout semblait entaché par ce qui s'était passé. Mais mon patron m'a donné une promotion en plein milieu du chaos. Et cette fois en moi, cette conviction que j'étais plus que mon traumatisme, ça a changé quelque chose. J'ai réalisé que je pouvais soit laisser la trahison me définir, soit me définir par la manière dont j'y répondais. À quoi ressemblait cette réponse? De la thérapie. Beaucoup de thérapie. Le public a ri. Mais aussi en me plongeant dans le travail avec une nouvelle intensité. J'ai déversé toute cette colère, cette blessure dans des campagnes et des designs.
Certains de mes meilleurs travaux sont issus de cette période. Pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. Les autres panélistes ont partagé leurs histoires. À la fin, il n'y avait pas un œil sec dans le public. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme a levé la main. Comment avez-vous appris à faire à nouveau confiance après avoir été trahi comme ça? J'ai jeté un coup d'œil à Julien qui a hoché la tête en guise d'encouragement. Lentement, ai-je dit. Avec beaucoup de patience de la part des gens autour de moi. Ma sœur, ma thérapeute, finalement un ami qui est devenu plus. J'ai appris que tout le monde n'est pas un menteur. Certaines personnes pensent réellement ce qu'elles disent. Mais j'ai aussi appris à me faire confiance, à faire confiance à mon instinct, à ma valeur, à ma capacité à survivre. Cette confiance en soi est ce qui compte le plus. Après la table ronde, des gens se sont approchés pour me remercier, pour partager leurs propres histoires. Une femme dont le mari l'avait trompée. Un homme dont le partenaire commercial l'avait volé. Personne après personne, portant leurs propres trahisons, leurs propres histoires de survie. Julien a attendu patiemment pendant que je parlais à tout le monde. Quand la foule s'est finalement dispersée, il s'est approché avec un sourire. Tu as été incroyable là-haut. J'étais terrifié. Ça ne se voyait pas. Tu avais l'air complètement en contrôle. Ce soir-là, la conférence organisait une réception de réseautage. J'évitais normalement ces événements, mais quelque chose semblait différent ce soir. Je me sentais différente. Nous nous sommes mêlés à la foule, discutant avec des designers et des directeurs. J'ai collecté des cartes de visite, discuté de collaborations potentielles. Julien a charmé tout le monde avec des histoires sur sa photographie. Vers 20 h, je suis sorti prendre l'air. Le centre de conférence avait un balcon donnant sur les lumières de la ville. Julien m'y a trouvé quelques minutes plus tard. Ça va? Plus que bien. Je suis fier de moi. C'est bizarre de dire ça? Pas le moins du monde. Il s'est appuyé contre la balustrade à côté de moi. Tu devrais être fier. Tu as pris quelque chose de dévastateur et tu en as construit quelque chose de beau. J'ai eu de l'aide. Lorraine, Patricia, Dr Reeves, toi. Nous t'avons soutenu, mais c'est toi qui as fait le vrai travail. Je me suis tourné pour lui faire face. Julien, pourquoi es-tu si patient avec moi? La plupart des gars auraient abandonné il y a des mois avec tous mes bagages et mes limites. Parce que tu vaux l'attente. Parce que je t'ai regardé grandir et guérir et devenir plus toi-même chaque jour. C'est beau à voir. Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. En plus, je t'apprécie vraiment. Ça aide. Je t'apprécie vraiment aussi. Bien. Ce serait gênant sinon. J'ai ri, le son résonnant sur le balcon. Nous sommes restés là, à regarder la ville jusqu'à la fin de la réception. Puis nous sommes retournés à l'hôtel, les doigts entrelacés. À la porte de ma chambre, Julien m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit, plus longtemps que d'habitude, plus profondément. Quand nous nous sommes séparés, nous étions tous les deux essoufflés. Waouh, ai-je dit avec éloquence. Oui, waouh. Il a touché mon front avec le sien. Juste pour que tu saches, je suis en train de tomber amoureux de toi. Pas de pression, pas d'attente. Je voulais juste que tu le saches. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Il y a un an, ces mots m'auraient fait fuir. Maintenant, ils semblaient justes. Honnêtes. Réels. Je suis aussi en train de tomber amoureuse de toi. Ça me fait peur, mais dans le bon sens. On prendra notre temps. Aussi lentement que tu en auras besoin. Merci. Après son départ, je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai appelé Lorraine. Comment ça s'est passé? A-t-elle répondu immédiatement. Je crois que je suis amoureuse. Silence. Puis, de Julien. C'est fou? Ça ne fait que quelques mois officiellement. Ce n'est pas fou. Il est bon pour toi, Naomi. Il te voit. Te voit vraiment. Pas une idée de toi ou de qui il veut que tu sois. Juste toi. Je lui ai dit que je tombais amoureuse de lui. Et je le pensais. C'est énorme. Comment te sens-tu? Terrifiée, mais aussi très, très heureuse. Alors c'est le bon sentiment. L'amour devrait te faire un peu peur. Ça veut dire que ça compte.
Nous avons parlé pendant une autre heure de tout et de rien. Quand j'ai finalement raccroché, l'épuisement me tirait, mais c'était un bon épuisement. Celui qui vient d'une journée pleine de connexions significatives et de croissance personnelle. Le lendemain matin, Julien et moi avons pris le petit déjeuner avant de rentrer à la maison. Autour d'un café, il m'a montré des photos d'une séance qu'il prévoyait. Je veux faire une série sur la résilience, a-t-il expliqué. Des portraits de personnes qui ont surmonté des défis majeurs. Serais-tu intéressé de faire partie du projet? Moi. Tu es le sujet parfait. Tout ce que tu as survécu, comment tu l'as transformé en force. C'est l'histoire que je veux raconter. J'y ai réfléchi. L'idée d'être photographié, d'avoir mon visage associé à cette histoire à nouveau, m'a fait hésiter. Mais le travail de Julien était de l'art, pas de l'exploitation. D'accord. Oui. Mais à une condition. Dis-moi. Je veux peindre pendant la séance photo. Tu me photographies en train de faire ce qui me rend forte maintenant, pas ce qui m'a brisé à l'époque. Son visage s'est illuminé. C'est parfait. Exactement parfait. La séance photo a eu lieu 2 semaines plus tard dans mon appartement. Julien a installé son équipement pendant que j'arrangeais mon matériel de peinture. Peins, c'est tout, a-t-il instruit. Ignore-moi complètement. Fais comme si je n'étais pas là. Je me suis perdu dans la toile, le pinceau se déplaçant instinctivement. Des bleus, des verts et un jaune vif comme un lever de soleil. Julien se déplaçait autour de moi, l'appareil photo cliquant doucement. Quand nous avons eu fini, il m'a montré quelques clichés sur l'écran de son appareil. Sur les photos, j'avais l'air concentré, forte, complètement présente. De la peinture éclaboussée sur ma chemise, le pinceau à mi-course, l'expression intense. C'est vraiment à ça que je ressemble quand je peins, ai-je demandé. C'est exactement à ça que tu ressembles. Belle et puissante. Ces photos ont fini dans son exposition de galerie 2 mois plus tard. La série s'intitulait « La renaissance du phénix », mettant en vedette 6 personnes qui avaient surmonté divers défis. Mon œuvre s'appelait « La toile du rétablissement ». Au vernissage, des inconnus se sont approchés pour me dire que mon portrait les inspirait. Que voir quelqu'un survivre si visiblement leur donnait de l'espoir pour leur propre lutte. J'ai alors réalisé que mon histoire n'était plus seulement la mienne. C'était devenu quelque chose de plus grand, quelque chose qui aidait les autres, qui avait un sens d'une manière que je n'avais pas prévue. Alors que l'automne s'approfondissait vers l'hiver, la vie s'est installée dans un rythme confortable. Les défis professionnels me tenaient occupé. La peinture me donnait un exutoire pour des émotions que je ne pouvais pas exprimer. Julien m'offrait de la compagnie sans m'étouffer. Un soir de fin novembre, j'ai finalement répondu à une question que j'évitais. Nous cuisinions le dîner ensemble quand Julien a demandé « As-tu pensé à ce qui se passera ensuite pour nous ?» Que veux-tu dire? Je veux dire, nous tournons autour de l'étiquette de relation depuis des mois. Je suis heureux de garder les choses telles qu'elles sont si c'est ce dont tu as besoin. Mais je veux aussi que tu saches que je suis sérieux à ton sujet. Si tu es prête pour ça. J'ai posé le couteau que j'utilisais pour couper des légumes. Je suis prête. Je pense que je suis prête depuis un moment. Je ne voulais juste pas l'admettre. Pourquoi pas? Parce qu'admettre que je suis prête signifie admettre que le passé est vraiment passé. Que j'ai tourné la page sur Raymond, sur Camille, sur tout ça. Et ça me donnait l'impression de les laisser s'en tirer, en quelque sorte. Ou peut-être que ça signifie que tu as gagné. Tu as survécu. Tu as guéri. Tu as construit quelque chose de nouveau. Ils sont coincés dans les conséquences de leur choix. Toi, tu es libre. Libre? Oui, c'était exactement ce que je ressentais. Alors, qu'est-ce que tu dis? A demandé Julien doucement. Où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène à être ensemble, officiellement. Petit ami et petite amie ou la terminologie que tu préfères. J'ai souri. Ça te va? Plus que bien. C'est parfait. Il m'a embrassé alors, profondément et sûrement. Quand nous nous sommes séparés, nous sourions tous les deux comme des adolescents. On devrait fêter ça, a dit Julien. On fête ça. Avec des pâtes faites maison et du vin bon marché. Ça me semble parfait. Cette nuit-là m'a semblé être la clôture d'un chapitre et le début d'un autre. L'année écoulée m'avait complètement transformé.
Je n'étais plus la femme qui se tenait devant cette fenêtre d'église. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, de plus honnête, de plus authentiquement elle-même. Et j'étais prête pour ce qui allait suivre. La galerie était bondée. Les gens se regroupaient autour de chaque peinture, verre de vin à la main, discutant de technique et d'émotion. Ma première exposition solo, 1 an et demi après avoir pris un pinceau pour la première fois. La série s'appelait « Reconstruction ». 12 œuvres retraçant mon parcours de la trahison à la plénitude. Pas littéralement, rien de si évident. Mais chaque peinture capturait une étape de la guérison, chaos, colère, vide, espoir timide, croissance. Enfin, la paix. Julien se frayait un chemin dans la foule avec son appareil photo, documentant l'événement. Nous étions devenus un partenariat créatif autant que romantique. Ses photos, mes peintures. Séparées mais complémentaires. Lorraine se tenait à côté de moi, rayonnante de fierté. Regarde ça. Ta propre exposition. Comment te sens-tu? Surréaliste. Terrifiant. Incroyable. C'est à peu près ça pour les grands événements de la vie. Monsieur Henderson est arrivé avec sa femme, tenant à voir chaque œuvre avec soin. Naomi, c'est extraordinaire. Vous avez capturé quelque chose d'universel ici. Tous ceux qui voient cela se verront quelque part dans le voyage. C'est l'espoir. Dr. Reeves est venu aussi, offrant une distance professionnelle, mais un encouragement chaleureux. C'est un travail puissant, non seulement artistiquement, mais aussi thérapeutiquement. Vous avez externalisé votre processus de guérison. Cela demande du courage. Alors que les gens déambulaient dans la galerie, j'ai entendu des bribes de conversation. L'utilisation de la couleur ici, du bleu au vif. C'est clairement intentionnel. Celle-ci me fait penser à mon divorce. Ce sentiment d'être brisé. Regardez la progression. On peut voir l'artiste se retrouver. Ils avaient compris. Ils comprenaient ce que j'avais essayé de dire sans mots. Vers 20 heures, j'ai remarqué quelqu'un debout seul devant la dernière peinture. Une femme d'une trentaine d'années, l'étudiant attentivement. Je me suis approché. C'est ma préférée. Elle s'est tournée, les yeux légèrement rouges. C'est magnifique. On a l'impression que tout va bien se passer, vous savez? C'est exactement ce que ça doit faire ressentir. Je suis en plein divorce. Un mauvais. Mon mari m'a trompé, a menti sur l'argent, tout le bazar. Quelqu'un m'a parlé de cette exposition, a dit que ça pourrait t'aider de la voir. Ils avaient raison. Ma poitrine s'est serrée d'empathie. Je suis désolé que vous traversiez cela. C'est brutal. Mais vous l'avez survécu. C'est ce que disent ces peintures. Vous avez survécu et vous en êtes sorti. Je l'ai fait. Et vous le ferez aussi. Ça ne semble pas être le cas maintenant, mais vous le ferez. Elle a essuyé ses larmes. Merci d'avoir fait ça. D'être honnête sur les parties difficiles. Après son départ, Julien est apparu à mes côtés. Bonne conversation. Une conversation importante. Elle traverse quelque chose de similaire à ce que j'ai traversé. Voir les peintures lui a donné de l'espoir. C'est le pouvoir de l'art. Il nous connecte quand nous nous sentons le plus seuls. La soirée a continué, des autocollants de vente apparaissant à côté de plusieurs peintures. Mes premiers vrais collectionneurs payant de l'argent réel pour mon travail. Cela validait quelque chose que j'avais à peine osé espérer. Alors que la foule s'amenuisait vers 22 heures, je suis sorti prendre l'air. La galerie se trouvait dans un quartier d'entrepôts rénové. Industriel mais charmant. Des étoiles visibles au-dessus malgré les lumières de la ville. Julien m'a rejointe. Nuit réussie. Plus que réussie. J'ai vendu cette peinture. Le début de ta carrière d'artiste, peut-être. Ou peut-être juste un bon moment. Je me suis appuyé contre son épaule. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante. J'ai quelque chose pour toi. Il a sorti son téléphone, me montrant une photo. J'ai pris ça quand tu parlais à cette femme. Regarde ton visage. Sur la photo, je souriais, mais sérieusement, complètement présente dans la conversation. La lumière de la fenêtre de la galerie captait mes traits, créant une lueur presque éthérée. Tu as l'air radieuse, a dit Julien. Comme quelqu'un qui sait exactement qui elle est. Il avait raison.
Je savais qui j'étais maintenant. Naomi Stevens, directrice de la création, artiste, survivante, petite amie, sœur, femme reprenant sa vie pièce par pièce. Non définie par la trahison de Raymond. Non brisée par les mensonges de Camille. Juste moi-même, complexe et complète. Nous sommes restés dehors jusqu'à ce que le propriétaire de la galerie, Marcus, passe la tête. Dernier tour avant que je ferme. À l'intérieur, j'ai regardé chaque peinture une dernière fois, me souvenant de les avoir créées. Les émotions, les percées, les moments de désespoir et de triomphe. Pas de regret, a demandé Julien doucement. À propos des peintures? Aucun. À propos de quoi que ce soit. J'y ai réfléchi. L'année et demie passée, la douleur, la croissance, la transformation complète de ma vie. Pas de regret. Tout m'a mené ici. Nous avons aidé Marcus à fermer, puis nous avons marché jusqu'à la voiture de Julien. Mon téléphone a vibré avec des textos de félicitations. Lorraine, Monsieur Henderson, des amis du travail, même Dr Reeves. Un texto s'est démarqué, d'un numéro inconnu. J'ai vu des photos de ton exposition d'art en ligne. Un travail magnifique. J'aurais aimé être là pour te soutenir. S'il te plaît, appelle-moi un de ces jours. Camille. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Ce chapitre était clos. Aucune excuse ou réconciliation ne pouvait le rouvrir. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être surmontées. Tout va bien? A demandé Julien, remarquant mon expression. Oui, je ferme juste une porte qui devrait rester fermée. Il n'a pas insisté pour avoir des détails. C'était une des choses que j'aimais chez lui. Il me faisait confiance pour gérer mes propres limites. Enfin, oui, je l'aimais. Je le savais depuis des mois, mais je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Peut-être que ce soir était le bon moment. Dans mon appartement, nous nous sommes installés sur le canapé avec le reste du vin de l'exposition. Un silence confortable s'est étiré entre nous. Julien, je dois te dire quelque chose. Il s'est tourné vers moi, inquiet. D'accord. Je t'aime. Je suis amoureuse de toi et j'avais besoin que tu le saches. Son visage s'est transformé. La pure joie remplaçant l'inquiétude. Je t'aime aussi. J'attendais le bon moment pour te le dire. C'est le bon moment. Après mon exposition, après m'être prouvé que je pouvais créer quelque chose de significatif. Je suis prête pour ça, pour nous. Il m'a embrassé doucement. Je suis prêt aussi. Je l'ai été depuis ce premier rendez-vous café. Nous sommes restés éveillés tard, parlant de l'avenir. Pas de grands plans, juste des possibilités. Peut-être emménager ensemble éventuellement. Collaborer sur un projet artistique. Voyager quelque part où aucun de nous n'était allé. La conversation semblait légère, pleine d'espoir. Pas de pression, pas d'ultimatum, juste deux personnes se choisissant librement. Vers 2 heures du matin, Julien est finalement rentré chez lui. À la porte, il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. Je suis fier de toi, pour tout. Je suis fier de moi aussi. Après son départ, j'ai parcouru mon appartement, m'imprégnant de tout. L'espace que j'avais créé pour moi. Des plantes s'épanouissant sur le rebord de la fenêtre. Des peintures sur les murs. Des livres empilés à côté de ma chaise de lecture. Une vie construite entièrement de mes propres mains. Pas de compromis, pas de demi-vérité, pas de prétention d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville dormir. Quelque part là dehors, Raymond purgeait sa peine de prison. Camille construisait la vie qu'elle avait réussi à sauver. Je ne leur souhaitais aucun mal. Je ne leur souhaitais rien du tout. Ils étaient devenus sans importance pour mon histoire maintenant. Mon téléphone s'est allumé avec un dernier texto. Lorraine. Si fière de ma petite sœur. Tu as parcouru un si long chemin, j'ai répondu, je t'aime. Merci de n'avoir jamais abandonné. Jamais. C'est ce que fait la famille. J'ai souri et j'ai posé le téléphone. La nuit était calme, paisible. Dehors, les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel oriental. Le dimanche matin arrivant lentement, doucement. J'ai pensé à cette peinture, celle devant laquelle la femme de la galerie s'était tenue, la dernière pièce de ma série. Des couleurs vives, un mouvement ample,
la suggestion d'un lever de soleil perçant l'obscurité. Je l'avais intitulé « Renaissance ». C'est ce que j'avais fait. Ce que je faisais encore. Renaître de mes cendres, de la trahison, des ruines d'une vie qui n'avait jamais été aussi réelle que je l'avais cru. Créer quelque chose d'authentique à sa place. Le soleil est monté plus haut, la lumière traversant ma fenêtre. Un nouveau jour, un nouveau chapitre. J'ai levé ma tasse de thé dans un toast silencieux. À la survie, à la croissance, au choix de la joie plutôt que de l'amertume. À la renaissance. L'avenir s'étendait devant moi. Incertain mais plein de possibilités. Pas de garantie, pas de promesses, juste du potentiel, attendant d'être façonné par mes propres mains. Et j'étais prête pour tout.